Ifriqiya Sport. La planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Bonjour Nagadef, Salama, Mboy, vous êtes les bienvenus sur Ifriqiya Sport, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport africain. L'Afrique toujours à l'honneur, le management du sport, l'économie, les coulisses de l'administration sportive. Pour parler de cela, pour débriefer ces sujets, avec moi le docteur Malik Bouassida, spécialiste du management du sport. Bonjour Malik. Bonjour l'Afrique. Docteur Malik Bouassida, il vous salue des studios de Ifriqiya FM. Premièrement, je commencerai mon émission en remerciant les auditeurs qui nous envoient des messages de partout, du Burkina, du Mali. On a eu des retours par rapport au sujet d'examen d'agents de joueurs, des sujets de la data. Ces émissions-là, ils seront rediffusées pour vous dans les prochaines semaines. Comme ça, l'Afrique, elle aura d'autres informations, d'autres actualités sur le sport international et le sport africain. Docteur, on sait que l'économie, le management, ils sont liés. Est-ce que sur l'économie, on avait parlé dans notre émission précédente de la relation du management et le sport. Est-ce qu'il y a une spécificité économique au sport en Afrique? Est-ce que l'économie sportive, l'économie du sport qu'on voit à travers le monde, est-ce qu'elle est adaptable en Afrique ou est-ce qu'il y a une économie du sport africaine purement qui est le trading des joueurs par exemple, ou la vente et l'achat des joueurs de clubs africains et les vendre vers des clubs européens? Vous pouvez commencer par des définitions des deux sujets. Voilà, en fait, quand je parle d'économie du sport, je parle aussi de modèle économique par rapport justement à ces clubs, et peut-être déjà là il y a des spécificités un petit peu différentes quand on voit comment sont construits les clubs. Déjà, si on repart des clubs avant de partir peut-être sur le trading et sur les opérations concernant les joueurs, on voit bien qu'il y a des différences sur les modèles sur les choix des modèles économiques. Quand on voit le modèle économique qui existe dans les pays en Afrique, les clubs reposent souvent sur des partenariats, sur des sponsorings plutôt de type public, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans les pays développés, dans les économies développées. Donc voilà, donc il y a déjà une grosse différence par rapport aux sources, par rapport au modèle économique qui existe dans les différents pays. Donc en Afrique, on va plutôt voir des clubs dont la structuration, on peut en parler aussi de la structuration des clubs, mais dont le modèle économique est essentiellement basé sur des fonds publics. Et évidemment, quand on n'a qu'une seule source de financement, c'est dangereux pour la stabilité du club, c'est dangereux, c'est compliqué pour le développement du club. Donc il faut certainement essayer de construire un modèle économique adapté. C'est facile à dire puisque il faut derrière, si on veut construire un modèle économique semblable à ce qu'on retrouve dans les grands championnats, par exemple, il faudrait avoir une densité d'entreprises, une activité économique qui le permette pour avoir des fonds privés qui viennent alimenter un petit peu ces clubs. Aujourd'hui, on est fortement dépendant de la dépense publique, et après on peut aussi parler du management de ces clubs qui pose aussi problème, quoi. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie différence dans la structuration de ces clubs, dans l'organisation de ces clubs et dans le modèle économique de ces clubs dans les championnats africains. C'est plus un problème de gouvernance ou de bonne foi ou de bonne gestion, parce qu'on voit que dans certains clubs africains à travers l'Afrique, le LI du Caire par exemple, c'est 100 000 spectateurs par match, le TP Mazembe la même chose. On a vu les Young Boys tanzaniens des 50 000, 70 000 spectateurs. On peut utiliser le merchandising, on peut utiliser le marketing sportif pour avoir ce pouvoir économique des clubs. Est-ce que le fait, on a la population, on a la masse, la diaspora qui peut intervenir,
est-ce que c'est juste un problème de gouvernance ou de bonne foi ou de bon sens, on va dire? Il y a certainement un problème de gouvernance, ça c'est certain, puisqu'on voit bien que les clubs en Afrique sont souvent très peu structurés, malgré le potentiel énorme en matière de spectateurs. On le voit bien, les stades dans certains pays en Afrique sont pleins. Et c'est aussi un problème. Alors qui dit problème de gouvernance dit aussi problème souvent de formation. Donc il faut des personnes capables aussi de gérer. Former les cadres. Former les cadres. Hein. Les clubs, ce ne sont rien d'autre que des entreprises qui nécessitent d'avoir des compétences, qui nécessitent d'avoir du personnel formé en marketing du sport. Quand vous parlez de merchandising, mais ça s'improvise pas. Il faut des spécialistes, il faut des personnes qui connaissent. Aujourd'hui, tous les clubs en Europe sont dotés d'une logique, notamment dans le digital. Se sont fortement déployés dans le digital, etc. Donc il y a toute une logique propre à l'entreprise qui est dupliquée ou qui est déployée sur les clubs sportifs. Et en Afrique, on a un grand problème aussi, c'est qu'on a très peu de personnes formées dans ces domaines-là, donc dans le management du sport, dans le marketing du sport, même si on voit des choses émerger, mais ça reste encore largement insuffisant. Demain, on vous propose faire du consulting pour un club au Mali, par exemple. Le Real de Bamako ou le Stade malien ou, je sais pas, la SEC Abidjan. De quoi on va commencer par quoi? Par un audit déjà, par un audit de l'existant, ça c'est la base. Donc un audit de l'existant, voir un petit peu comment le club fonctionne, s'imprégner encore une fois s'imprégner aussi à la fois de la culture du pays aussi, hein, ou des gens qui ont réussi aussi. Bien sûr, de voir un petit peu, de voir s'il y a des modèles effectivement de réussite. Mais voilà, donc un audit et ensuite derrière cet audit, d'essayer aussi de mettre en place des mécanismes, des process qui vont permettre un petit peu de structurer. La problématique de la structuration des clubs, elle est extrêmement importante. Et souvent, quand on parle des clubs, on oublie en Afrique souvent de parler formation. La formation aussi, elle est extrêmement importante. Quand on regarde les modèles qui existent, souvent la formation, elle est rattachée à des structures, on va dire, presque publiques ou associatives. La formation, quand on regarde les centres de formation, si je prends l'exemple de la France, les centres de formation sont souvent détachés de la structure professionnelle qui, elle, fonctionne comme une société. Est-ce que la solution n'est pas là? Dans certains pays, les subventions publiques qui sont versées à ces clubs, normalement, elles devraient servir au développement des jeunes. Elles devraient servir justement à la formation de ces jeunes joueurs en leur affectant des infrastructures adéquates, en leur affectant des formateurs formés pour ensuite, pourquoi pas alimenter la structure professionnelle. À mon sens, les structures professionnelles doivent s'autofinancer via des fonds privés. On peut les aider, mais pas. On est quasiment sur des financements pratiquement à 100%, puisque si c'est pas l'État, c'est des entreprises publiques souvent qui financent ces clubs. Donc je pense qu'il y a un gros travail aussi à faire au niveau de la structuration de la formation. Pour moi, c'est la base du développement. On va dire du football, mais du sport même en Afrique, pour ensuite aller sur. Nous on a fait les choses à l'envers et on continue. Et si on les inverse, on sera dans le bon sens. Exactement. Je pense que exactement. On a cette problématique africaine par rapport des fois à des infrastructures. On a parlé le manque de formation des cadres. Demain, si on veut démarrer un projet dans un pays africain par exemple, est-ce qu'on doit commencer par l'infrastructure? Est-ce qu'on doit former les cadres? Est-ce qu'on démarre les deux projets en même temps pour vraiment faire l'assise ou les piliers de démarrer un sport professionnel qui est peut-être le football? À mon sens, il peut pas y avoir de performance sans les infrastructures performantes. On le voit bien, je pense que quand on investit dans l'infrastructure en amont, ensuite on forme, les résultats vont suivre. Ça, j'en suis convaincu. Donc je pense qu'il y a un ordre pour moi. C'est d'abord de disposer d'infrastructures adéquates pour mettre les acteurs dans les meilleures conditions de performance. En parallèle, on peut les former, bien sûr, puisque mettre en place des infrastructures, ça peut prendre parfois des années, dans certains pays d'Afrique même des décennies. Donc parce que tellement le retard accumulé est important dans certains pays. Mais je pense que la base, c'est l'infrastructure, la formation, et ensuite d'avoir une vraie politique de développement une vraie politique de performance et de développement du sport, une vraie stratégie, une vraie vision. Aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est la vision. Aujourd'hui, c'est difficile de savoir dans les pays d'Afrique quelle est la vision par rapport justement à la dimension sportive.
faut savoir où on veut aller. Comment vous voulez y aller si vous ne savez pas où vous voulez aller? C'est un petit peu ça la vision stratégique, c'est de savoir finalement jusqu'où on veut aller, et ensuite on s'en donne les moyens. Et les moyens, c'est les infrastructures, c'est la formation des compétences. Pour cela, il faut développer une offre de formation adaptée. On a vu l'Arabie Saoudite qu'ils ont fait un projet de développement du football jusqu'en 2032. On veut voir les stars qui signent dans des clubs saoudiens. Est-ce que l'Afrique doit développer un projet sur 30 ans, 20 ans pour vraiment démarrer ce marché-là de l'économie du sport, ce marché-là du sport professionnel? Est-ce qu'il faut faire des étapes, aller sur une première étape de 10 années pour avoir les infrastructures, avoir les premiers cadres, avoir des pays pilotes, des clubs pilotes, et après avoir cette politique africaine ou panafricaine de créer ce développement commun en Afrique? Alors, l'exemple de l'Arabie Saoudite, il est un petit peu singulier, parce que, bon, tout le monde ne dispose pas des moyens de l'Arabie Saoudite dans l'Afrique, si, non? Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, je sais pas si un pays africain est capable de reproduire ce modèle-là, qui à mon avis est un modèle, j'ai envie de dire, purement artificiel. Il est fondé sur rien du tout. Moi, je crois en développement des compétences internes et au développement d'infrastructures, bien sûr internes, mais surtout développement des compétences internes, et de faire monter justement ces catégories de jeunes vers le professionnalisme, et construire un vrai professionnalisme. Parce qu'on voit bien en Afrique aujourd'hui, le professionnalisme, c'est qu'un mot, mais dans les faits, dans les salaires dans certains clubs, à part l'Afrique du Sud et un peu dans certains clubs, on va dire phares du continent. Alors le salaire en soi, pour moi, c'est pas un critère de professionnalisme. Le professionnalisme, ça va bien au-delà d'un simple salaire, mais en même temps, quand on regarde les salaires, ça représente combien de personnes, et après vous avez aussi des problématiques. C'est bien beau de fixer des salaires, mais après vous avez des problématiques aussi de paiement de salaire. Tout ça, ça demande de la rigueur, ça demande de la structuration, ça demande de la formation. Est-ce que le modèle associatif, dans un premier temps, n'est pas le modèle le plus adapté? Alors, je comprends que certains pays ont dû passer au professionnalisme suite, on va dire, entre guillemets, à des injonctions plutôt des autorités fédérales internationales, mais en même temps, on voit bien qu'ils n'étaient pas prêts. Ça se prépare, le professionnalisme, ça se décrète pas, ça se construit, et vous l'avez dit, ça se construit sur des décennies. C'est pas demain, voilà. On a eu des championnats européens qui ont très très bien fonctionné en format associatif, et qui étaient d'un très bon niveau, et qui ont produit des joueurs très très intéressants. Donc je pense qu'il y a une étape à franchir. Il y a encore une fois, je parle souvent de modèle, mais il y a un modèle à construire, mais il faut surtout une volonté. Fou, l'Alsacien de naissance, on va dire. Le système allemand, c'est un système un peu associatif dans le domaine du football. Tout à fait. Et on sait que la Bundesliga, les clubs dominent par leur gouvernance, par leurs résultats sportifs. Est-ce que vous avez connaissance de ce domaine? Est-ce que le système allemand, par exemple, peut être adapté au contexte africain? Est-ce qu'il peut être appliqué chez nous en Afrique? Pourquoi pas? Peut-être à une échelle qui est celle des pays africains, puisqu'il y en a certains qui ont certainement des moyens et d'autres un petit peu moins. Mais si vous regardez le modèle allemand, il est construit sur la base justement d'un financement public, purement privé. Par public, privé ou privé? D'accord. Il me semble, mais ça, vérifier, mais il me semble que les clubs allemands n'ont pas droit au financement public. C'est ce qui faisait la spécificité du modèle allemand. Par contre, si on prend par exemple le championnat français, indirectement, il y a souvent le financement public peut passer aussi par la mise à disposition d'infrastructures. Il faut savoir qu'un stade, ça coûte très très cher, la mise à disposition. Donc ça peut être sous ces formats-là, mais aussi d'autres formes de financement public. Mécénat, de sponsoring indirect ou direct. Exactement. Mais je pense que pour pouvoir mettre en place le modèle allemand, il faudrait déjà avoir un tissu économique significatif, existant. Après que ce soit des entreprises publiques ou privées, je pense que là n'est pas forcément le problème, mais surtout de diversifier les sources de financement et de pas reposer sur une seule source de financement qui serait uniquement étatique, comme certains clubs. On sait que certains clubs fonctionnent qu'avec des financements étatiques certains clubs qui n'ont pas la possibilité d'accéder à du financement privé, donc ça peut poser des problèmes. Mais pourquoi pas? Ça peut être déployé, Après, tout l'enjeu, c'est aussi de garder ses joueurs. C'est très très difficile aujourd'hui pour les clubs africains, pour le continent africain dans sa globalité, de garder ses joueurs compte tenu des salaires qui sont pratiqués souvent à l'étranger. Mais ça n'empêche
qu'on peut aussi élever le niveau et permettre à des joueurs locaux aussi d'accéder aux compétitions internationales. À part le football, vous voyez quoi comme sport qui peut être vraiment professionnel en Afrique? En Afrique, c'est compliqué, hein, parce que voilà, bon, après on a c'est très difficile tellement le football a une part dominante et extrêmement importante dans la pratique et voilà, en général les sports qui se professionnalisent, ce sont les sports qui attirent du public, sport de masse. Voilà, sport de masse qui attire un public parce que qui dit public dit aussi produit marketing, dit aussi produit dit aussi sponsoring. Voilà, dit sponsoring. Une entreprise ne va pas forcément s'investir dans un sport qui est confidentiel ou qui est suivi par très très peu de public. Par une élite. Voilà. Et donc le sport roi en Afrique, on le connaît, c'est le football et par contre, je pense que le football peut peut-être contribuer également à drainer, peut inspirer aussi d'autres sports vers le professionnalisme. Alors on pense bien évidemment au sport collectif comme le basket, voire le handball, mais le chemin il est long, il est très long encore. Le sportif africain, quand il part en Europe, quelle image il donne à son pays, on va dire au niveau géopolitique, au niveau diplomatie sportive? Est-ce que cette image donnée de joueurs comme Sadio Mané, Riyad Mahrez, Mohamed Salah, je citerai ces exemples-là, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces modèles géopolitiques sportifs africains pour l'économie ou pour développer l'économie locale, soit au niveau du sport, soit au niveau d'une économie générale ou une économie verte? Non, bien entendu, souvent ce sont des icônes, hein, ce sont des joueurs qui sont fortement suivis, tous leurs faits et gestes sont scrutés, ce sont des ambassadeurs aussi, hein, effectivement, que ce soit en Angleterre, que ce soit dans les grands championnats européens, effectivement, ce sont des ambassadeurs qui pourraient justement promouvoir le développement de la pratique, mais encore une fois qu'il y ait une volonté de les associer à cela, et voilà, après il y a aussi la dimension financière qui rentre bien sûr en ligne de compte, mais effectivement ce sont dans la logique des choses, ce sont de fait des ambassadeurs d'un pays qui peuvent contribuer au rayonnement du pays, qui peuvent contribuer à donner aussi, à contribuer à l'image de rayonnement d'un pays, effectivement. Mais au-delà de la personne, je pense que c'est surtout les équipes, c'est surtout les résultats des équipes dans les compétitions internationales qui contribuent au rayonnement. Qui exploitent cette image positive du pays. Tout à fait. On parlait en off de votre travail aussi à la Ligue d'Alsace. Est-ce que vous pouvez expliquer cela à nos auditeurs africains? Peut-être qu'il y a des responsables de ligues africaines qui vont bénéficier de votre capital expérience ou de votre méthode de gestion là-bas en Alsace, qu'on peut s'inspirer de cette méthode-là en Afrique. Alors au-delà de l'Alsace, je pense que c'est toute la dimension structuration du football et toute la structuration du football au travers des instances qui existent on parle de la France, mais je pense que c'est un peu la même chose dans les autres pays. C'est la dimension qui est donnée au football amateur. Je pense que le football, c'est avant tout, il trouve ses germes dans la pratique, dans le football amateur au quotidien, le dimanche, les enfants, etc. Je pense qu'il y a notre travail au quotidien, effectivement, c'est justement de permettre l'éclosion de jeunes, puisque on a tous que vous prenez n'importe quel joueur de la planète, il a démarré dans un club amateur, un petit club amateur. Voilà. Donc l'enjeu est là, tout l'enjeu, c'est se dire comment j'arrive à travers les mécanismes, les instances, comment on arrive justement à développer d'abord les pratiques, hein, puisqu'il n'y a pas le football, c'est pas simplement les quelques joueurs professionnels, mais voilà, c'est 2 millions de pratiquants, voilà, donc c'est quand même important. C'est tout l'enjeu, tout notre travail au niveau des instances, notamment du football amateur, c'est d'assurer le développement des pratiques, c'est d'assurer le développement du football et également d'assurer l'éclosion des plus jeunes joueurs pour les amener vers le football professionnel. Donc notre travail, c'est d'accompagner les clubs amateurs, mais pas que,
également. On travaille également avec les clubs professionnels, mais c'est surtout les clubs amateurs, de leur donner les moyens, de les accompagner, de les accompagner dans leur structuration, de manière à finalement à arriver à en ressortir certainement les grands joueurs de demain qui vont alimenter les clubs professionnels et voilà. Donc c'est tout notre travail, il réside en cela. C'est la proximité, c'est beaucoup de proximité avec les clubs, c'est beaucoup d'échanges avec les clubs, c'est de créer les conditions de leur développement, de la formation. C'est beaucoup de formation aussi, formation des dirigeants, formation, parce qu'on parle souvent de la formation du joueur, mais la formation des dirigeants, c'est aussi importante. C'est extrêmement important. J'ai envie de dire que c'est pratiquement la base, parce qu'il s'il n'y a pas de club structuré, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de, voilà, et après il y a tout ce volet formation également des éducateurs qui est extrêmement important pour accompagner les jeunes dans leur développement, et ensuite voilà, derrière les clubs pros feront leur travail, ou les clubs amateurs, puisque il y a aussi des clubs amateurs de très haut niveau, donc très bien géré, un modèle de gestion d'un club amateur. Tout à fait. Et je pense que s'il n'y a pas vraiment cette formation des cadres, un club va tôt ou tard disparaître. Ben c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. On considère. Alors, on parle même aujourd'hui de professionnalisation des clubs amateurs. Pour vous dire à quel point aujourd'hui on travaille beaucoup sur l'accompagnement de ces clubs et sur le salariat des éducateurs, le salariat dans les clubs amateurs, puisque c'est le vecteur de pérennité de. Il y a plus de bénévoles ou c'est en parallèle des bénévoles? Alors c'est en plus. Souvent on considère que aujourd'hui on doit repenser même le bénévolat. Quelque chose qui est complètement aujourd'hui, on a un bénévolat qui est très volatile, donc comment intéresser les personnes à s'investir dans des clubs tout en leur accordant une certaine liberté. Aujourd'hui, le bénévole qui se sacrifie pour son club tous les week-ends, toute la semaine, ça devient une denrée rare. Donc ça n'existe plus. Voilà, donc il faut réinventer un modèle de bénévolat et en même temps dans ces clubs amateurs, les accompagner dans leur structuration et dans le salariat d'éducateurs. Nous avons beaucoup d'écoles aujourd'hui qui forment des acteurs du monde sportif et qui vont alimenter ces clubs amateurs. Nous, on a beaucoup de clubs aujourd'hui amateurs qui jouent à des niveaux très bas et qui ont aujourd'hui des salariés qui contribuent à la vie, au développement du club et permettent aux jeunes et aux moins jeunes de tous les week-ends de s'adonner à leur sport favori. Docteur, comment vous expliquez, dernièrement, on voit qu'il y a une multipropriété des clubs. On voit que des fonds d'investissement qui investissent dans des clubs. On voit que des clubs un peu partout, ils ont le même propriétaire. Est-ce que vous voyez que c'est un bon truc? Est-ce que c'est un truc qui va être négatif sur le football? Est-ce que multipropriétaire du club, est-ce que ça va toucher l'Afrique? Est-ce que l'Afrique elle sera épargnée parce qu'il n'y a pas un grand enjeu économique? Sur cela, à votre avis? De toute façon, alors la multipropriété, aujourd'hui, c'est une discussion que nous avons puisque nous, notre club en Alsace, le Racing Strasbourg, comme vous saviez, vient d'être racheté par un fonds groupe de Chelsea, non? Voilà, par Chelsea, par le président de Chelsea. Donc voilà, c'est quelque chose qui est complètement nouveau, c'est quelque chose qui est scruté avec beaucoup d'inquiétude parce que voilà, il y a une identité club. Les précédentes expériences se sont soldées par des échecs. On voit à côté, l'arrivée souvent d'investisseurs internationaux qui sont américains et chinois. Moi, je vais dire à titre personnel, j'ai du mal parce que j'ai très peu d'exemples de réussite en fait dans ces domaines-là. Quand vous regardez un club par exemple comme Sochaux qui a été racheté par des Chinois qui est en train de disparaître, quand vous regardez un club comme Troyes, je crois, qui avait été racheté également. Troyes, il a été racheté par le groupe City, mais le club il est toujours en existence. Je pense que Bordeaux, en France, ils ont ce problème-là. Et des clubs en Belgique. Mais moi, j'aimerais bien qu'on me cite un club qui a été racheté en multipropriété ou qui a été racheté par des investisseurs étrangers qui a réussi. J'en ai pas, j'ai pas d'exemple encore vraiment. Voilà, je comprends pas trop le modèle. Certes, ça apporte de l'argent frais, mais ce que je vois surtout, c'est que derrière, il peut aussi y avoir un désengagement qui peut mettre le club en difficulté. Je sais pas si ce modèle il a des limites. Il me semble que oui. Donc je vois plutôt ça. Moi, je crois plutôt en l'identité régionale. Après, c'est vrai. Bien sûr. On peut l'aspect international en gardant cette spécificité régionale. Ouais, tout à fait. Sur du court terme, c'est séduisant. Voyons à moyen et long terme ce que ça va donner. Par contre, voilà. En tout cas, c'est un phénomène qui
voilà, c'est un phénomène aujourd'hui qui prend de l'ampleur, on le voit bien. Et l'Afrique, elle sera épargnée par ce phénomène? Alors l'Afrique, elle est déjà, l'Afrique indirectement à travers l'implantation d'académies en Afrique, on voit très bien que beaucoup d'académies privées. Exactement, il y a beaucoup d'académies privées. C'est un continent qui intéresse, qui regorge de joueurs de très haut niveau, de très haute qualité. Moi, je demande, puisqu'il y a des auditeurs derrière, soyez attentifs quand même aux sirènes de l'Europe, parce que parfois on parle beaucoup de réussite, mais on parle très peu des... On voit jamais l'aspect caché de l'iceberg. Exactement. Les échecs, les agents un peu scrupuleux voilà, mais en même temps aussi il y a des clubs aussi qui sont présents là-bas. Dans ce projet humain et footballistique aussi. On salue le bon travail de certains clubs. Tout à fait. Ouais, qui forment aussi des hommes en parallèle des footballeurs. Tout à fait. Mais n'oublions pas ce côté aussi. Mais voilà, pour l'Afrique, on est plutôt dans une logique aujourd'hui d'implantation, d'académie, pour essayer de récupérer les meilleurs joueurs. On a assisté récemment à la CAN U17. On a bien vu que c'était qui s'est passé en Algérie. Qui s'est passé en Algérie. On a bien vu que que le joueur africain Amara Diané, meilleur joueur, le Sénégalais, qui a signé dernièrement un grand contrat, je pense, avec Adidas ou Nike. Oui. On a le droit de faire la pub ici à FLRIF. Exactement. Et surtout, on voit que c'est un continent qui regorge de beaucoup de qualités, qui intéresse tous on a vu tous les grands recruteurs internationaux qui se sont déplacés. Voilà. Donc effectivement, on n'en est pas encore au modèle de rachat de club, parce que je pense que c'est beaucoup plus compliqué de racheter un club africain, peut-être actuellement, compte tenu peut-être des réglementations qui sont propres à chacun des pays. Mais voilà, on est plutôt sur un modèle où on va sur des académies privées. Exactement. Aujourd'hui, c'est un petit peu... Voilà. Docteur, on arrive à la fin de l'émission. Un conseil à donner aux présidents, aux footballeurs et aux entraîneurs africains. Alors moi, si j'avais un conseil, mais c'est le conseil plutôt de grand frère. Voilà, de grands frères, ou plutôt voilà, compte tenu de ma modeste expérience, c'est plutôt de dire voilà, la réussite d'un club passe par sa structuration. La réussite d'un club, il est nécessaire aujourd'hui et sa structuration, elle passe aussi par une stratégie orientée. Mais ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà souligné. Mais c'est développer la formation des jeunes. Je pense que l'avenir du football en Afrique, c'est aussi s'intéresser à la jeunesse, c'est de former la jeunesse, et c'est de structurer autour de la construction de centres de formation, de centres de performance, on appelle ça comme on veut, et voilà, et surtout voilà, tous ces jeunes joueurs africains qui rêvent d'autre part, qui rêvent d'ailleurs, voilà, je leur demande d'être patient et passionné. Voilà, d'être vigilant et également voilà, de pas toujours céder trop à la passion, et de garder aussi les pieds sur terre, c'est extrêmement important, mais surtout aussi de garder l'espoir, parce qu'il faut toujours de l'espoir. Bien sûr, sans espoir on vit pas. Voilà. On arrive à la fin de l'émission. Nos auditeurs, on vous salue, on vous remercie de votre écoute. Professeur, docteur, je vous appelle professeur, je sais pas pourquoi, ça me fait plaisir. Si vous avez un mot pour une conclusion, une salutation pour vos étudiants en Afrique aussi. Écoutez, oui, donc nous aujourd'hui effectivement on est très à titre personnel, je suis très impliqué sur le continent africain. On reçoit beaucoup de messages d'étudiants africains et ça fait plaisir, qui souhaitent rejoindre aussi, qui par ailleurs je suis aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, responsable d'une grande école de management à Alger. Je tiens à saluer la Business School Management Alger, c'est ça? Voilà, école de management d'Alger, EM Alger Business School, où on est extrêmement sollicité par des étudiants algériens des étudiants africains qui souhaitent rejoindre l'école et qui nous envoient des messages. Vous êtes les bienvenus? Exactement, qui sont fort sympathiques, les messages fort sympathiques, et sont bien entendu les bienvenus et bienvenue en Algérie, bienvenue voilà, donc on les accueillera avec plaisir. Voilà, vive l'Afrique et vive le football en Afrique, et vive la passion du football en Afrique. Merci docteur, on attend la spécialité de management du sport dans votre école. Moi je vous redis à très bientôt, à la semaine prochaine sur une autre émission de Ifriqiya Sport.